qu'est-ce qui caractérise l'élu d'une prophétie? Une destinée hors du commun, bien entendu, mais aussi une différence, une singularité, une exception qui tend à définir le personnage comme vecteur d'une volonté suprême. Je vous propose de découvrir dans cette vidéo pourquoi j'ai le réel sentiment que Jean-Claude Duss était, sans le savoir, appelé à embrasser le rôle de l'élu dans la trilogie de films Les Bronzés. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur les nombreuses concordances qu'il existe avec le monomythe. Alors, le monomythe, qu'est-ce que c'est? Très brièvement, il s'agit d'un concept élaboré par Joseph Campbell, célèbre mythologue américain, qui nous explique que de tout temps, l'humanité n'a cessé de raconter la même histoire, celle du voyage d'un héros durant lequel celui-ci devra passer par les étapes d'un parcours initiatique, et ces étapes semblent devoir être toujours les mêmes. En voici les principales. Le héros reçoit d'abord l'appel de l'aventure. Il va refuser l'appel, puis l'accepter, et être accompagné d'un mentor qui va le guider. Il devra affronter le gardien du seuil avant de pénétrer plus largement dans l'aventure qui sera semée d'embûches et d'épreuves. L'une d'elles consistera à sortir métamorphosé du ventre d'un monstre, passer par un sacrifice suprême et enfin atteindre l'apothéose. Ce qui nous amène à dire un peu vulgairement qu'en y regardant de plus près, la vie de Luke Skywalker, Frodon Sake, Harry Potter, le roi Arthur, Jésus-Christ et de Jean-Claude Duss sont bâtis sur des reliquats similaires. Jean-Claude Duss est l'élu, et cela est visible dès le premier film, Les Bronzés, réalisé par Patrice Lecomte et sorti en 1978, un an après Star Wars. Et puisqu'on parle de Star Wars, j'attire votre attention sur ce premier plan, qui rappelle de façon troublante le premier plan de La Menace Fantôme, un film qui nous narre les débuts de l'élu de la Force, Anakin Skywalker. Pour Jean-Claude Duss, son statut d'élu, d'être à part ou d'anomalie, est visible d'emblée dans ce plan. En effet, Jean-Claude est au fond du bus, il est isolé du reste du monde, enfermé dans cette petite fenêtre, il est celui que personne n'attend. Ensuite, on découvre qu'il est l'unique voyageur du car ayant perdu sa valise, encore un signe de son exceptionnalité. Intéressons-nous maintenant à sa tenue vestimentaire. N'est-il pas habillé en chemise et pantalon alors que les autres sont en maillot de bain et en paréo ? Il est le seul de tout le village à ne pas supporter le climat de la Côte d'Ivoire, alors que la totalité des personnages du film s'en accommodent très bien. Comme un héros légendaire, il fait donc ses premiers pas dans un nouveau monde exotique, et l'appel de l'aventure apparaît dans cette scène où Jean-Claude va entamer son voyage transcendantoire. Ici, sa quête semble clairement se définir. Jean-Claude veut niquer. Et on remarquera que sa première tentative sera faite sur Christiane, on y reviendra, mais surtout sur Gisèle, dite Gigi, qui va devenir un personnage éminemment important du groupe, et tous les événements qu'il va vivre, toutes les épreuves qu'il va endurer vont le ramener à ce seul but. Le héros a commencé sa quête, et alors qu'il fait ses premiers pas dans l'aventure, comme je le disais tout à l'heure, le héros affronte généralement le gardien du seuil, le fameux gardien de ce nouveau monde. Et là, en l'occurrence, ici, Jean-Claude se confronte à non pas un, mais à deux gardiens du seuil. Le héros rencontre ensuite son mentor, un être sage qui va le guider sur sa voie. Ici, ce rôle est tenu par Popeye, celui que Jean-Claude aimerait être. Je me suis niqué 3827 kilos de gonzesse. Je me dégoûte des fois, tu sais. Merlin l'Enchanteur, Gandalf, Obi-Wan Kenobi, Morpheus, Popeye, même combat. Tu fais gaffe aux côtes flottantes quand même. Pousse. Là, tu vois, là. Là. Y a rien du tout là, vous voyez. Y a rien du tout, Jean-Claude. On peut faire aussi un rapprochement entre Jean-Claude et le Perceval de la légende arthurienne, qui, nous dit le texte, s'est trouvé très très près du Graal, mais sa naïveté, ou sa politesse, c'est selon, lui eût fait rater une superbe occasion de s'en emparer. Jean-Claude fait ici le même genre d'erreur, il échoue tout près du but. Et des photos de copines des autres années, des histoires sans importance, quoi, des aventures, quoi. Ou alors, n'était-il tout simplement pas encore prêt? Bon, là, je vais aller me coucher, moi. Sa chute dans la piscine est, il me semble, une étape fondamentale car il passe, dans la scène suivante, une véritable épreuve concrète, traversant les méandres d'une expérience extrasensorielle que je qualifierais de chamanique. Mais cette expérience lui conférera une grande force. Tu sais que ça va beaucoup mieux, moi. Hein. Je commence à m'habituer au soleil, à l'organisation. Ce qui lui vaut d'être nommé brièvement maître par son propre maître, ce qui est encore la preuve de leur filiation spirituelle. J'attire au passage votre attention sur le cri « Us » et le nom de famille de Jean-Claude, Duss. Puis il finit même par gagner la course de pirogue.
Mais le héros doit immanquablement rencontrer la figure du trickster qui va le duper en le poussant à commettre une faute ralentissant considérablement son avancée. Le trickster le plus célèbre est, à mon sens, Gollum, le fourbe hobbit déchu. Christophe Vogler, écrivain et script-docteur américain, nous dit que le trickster est par essence un personnage double. C'est pourquoi ce rôle va comme un gant à Christiane, qui est pourtant une amie de notre héros, et qui va, semble-t-il involontairement, jeter Jean-Claude dans la gueule du loup, lui affirmant que Nathalie n'attend qu'une proposition de sa part pour coucher avec lui. Depuis le début, elle attend ça. Il se jette alors à corps perdu dans cette entreprise, ce qui le mènera à l'échec. Mais ce condensé d'expérience lui vaut à la fin du film d'avoir façonné une destinée qu'il est enfin prêt à embrasser. Ça fait beaucoup de haies. Il est donc capable de faire un pas décisif dans sa transformation en abordant cette jeune fille aux shorts très courts et à la peau très blanche. Le film ne nous dit pas s'il a réussi à conclure, mais il nous dit que sa vie sera désormais consacrée à essayer. Essayer, encore essayer, et ne jamais renoncer. Mesdames et messieurs, comme je vous l'avais annoncé, un héros est né. Le second film, Les Bronzés font du ski, toujours réalisé par Patrice Lecomte et sorti en 1979, se rapproche énormément de l'Empire contre-attaque, réalisé par Irving Kershner. En effet, les deux films sont la deuxième partie d'une trilogie et sont tous deux considérés par beaucoup de fans comme les meilleurs films de la saga. Regardons ça de plus près. Les deux films s'ouvrent sur une scène nous montrant le héros à l'aube d'une nouvelle étape de son voyage. On va passer assez vite sur la comparaison la plus évidente, les deux films se passent dans un environnement enneigé. Arrivé à l'hôtel, Jean-Claude demande une chambre double. Parce que j'aurais peut-être Sa quête prend une tournure plus symbolique. En effet, Jean-Claude est à la recherche de son double. Il cherche à se compléter, à faire corps avec sa moitié pour devenir un être complet et ainsi finalement se trouver soi-même. Oui, mais ça, j'en sais rien, parce que ça peut être ce soir, ça peut être demain, ou... Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Je vais conclure. Ce bref échange avec Bernard nous rappelle l'objet de sa quête transcendantale qui va passer par une sorte de traversée du désert, je sais le mot est très mal choisi ici, qui va mettre sa foi à l'épreuve. En effet, nous voyons dans cette scène que Jean-Claude est complètement oublié par un système automatique, robotisé, déshumanisé et totalement indifférent. En effet, ces remontées mécaniques peuvent être vues comme la métaphore d'un monstre avalant le héros, comme Jonas et la baleine. Et pour Jonas ainsi que pour Jean-Claude, cette expérience conduit à une renaissance. Comme nous pouvons le voir ici. L'analogie avec l'Empire contre-attaque se poursuit, car Luke Skywalker, cherchant Yoda, un maître Jedi pour parfaire sa formation, arrive sur Dagobah et s'attend à rencontrer un grand guerrier. Mais finalement, il tombe sur un petit être espiègle, très loin de ce qu'il avait imaginé. Et c'est un schéma identique qu'attend Jean-Claude qui souhaite faire un apprentissage de ski avec Anne Laurencin, mais tombe sur quelque chose de complètement différent. Là aussi, un homme âgé, mais qui par contre excelle dans la maîtrise de sa discipline. En somme, une figure paternelle forte qu'il va affronter dans une scène quasi onirique. Ça ne vous rappelle rien ? Monsieur Luc, ça ne va pas? Mais c'est fou comme les deux films se répondent quand même. C'est vrai, c'est dingue. Et d'ailleurs, la ressemblance ne s'arrête pas là, c'est complètement fou. Luke, ayant appris l'effroyable vérité sur l'identité de son père, préfère se précipiter dans les abîmes plutôt que de le rejoindre dans le côté obscur. Et c'est donc une forme de mort que Luke affronte ici. Une mort à travers laquelle, encore une fois selon le voyage du héros décrit par Campbell, le héros doit passer pour renaître et accomplir sa destinée. Mumble se jette de la falaise. Neo est tué par l'agent Smith, puis renaît. Frodon est poignardé, mais se réveille soigné à Foncombe. Et c'est exactement ce que fait Jean-Claude dans cette scène hautement symbolique placée sous le regard de Dieu. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Dans ce petit refuge, le trio est dans une sorte d'antichambre, un passage entre les deux mondes, celui des vivants et celui des bonhommes de neige, immuable statue de glace figée pour l'éternité. Il est coincé avec Gigi et Nathalie et il est toujours déterminé à mener à bien sa quête initiale, je vous le rappelle, qui est de trombonner Gigi. Ah mais attention Jean-Claude. La différence c'est que le mec dans l'ascenseur, il me plaisait. Ça se commande pas, hein? Après une ultime tentative, Jean-Claude va essuyer un nouvel échec, ce qui le conduira à s'offrir volontairement au bras de la montagne. Où tu vas? Je vais marcher tout droit. Dans le meilleur des cas, je tomberai sur la station, et puis sinon, je m'écraserai sur un rocher. De toute façon, ce sera une grosse perte pour personne.
Le héros est donc arrivé au point où il peut procéder au sacrifice ultime, celui qui le poussera au dernier des plus extrêmes retranchements, quitte à finir comme un bâtonnet de Colin oublié dans un congélo. Je suis pas fan de cette petite blague. Mais la main du destin va secourir nos pauvres airs, car comme Luc est aspiré par un canal de ventilation, Jean-Claude, Nathalie et Gigi seront secourus par 2 montagnards, ce qui mettra fin à cette douloureuse et périlleuse aventure. Mais l'intervention divine n'en a pas fini avec notre héros. Nous voici dans l'épisode final de cette trilogie, Les Bronzés 3, Amis pour la vie, sorti en 2006 et toujours réalisé par Patrice Lecomte. Je vais rester sur la comparaison Jean-Claude Duss, Luke Skywalker parce que c'est plus pratique. Au début du retour du Jedi... C'est dur à dire retour du Jedi. Au début du retour du Jedi, Luke a considérablement changé. Il est devenu une mystérieuse silhouette drapée d'une cape et devenu un Jedi plus expérimenté. Il fait montre d'extraordinaires capacités de maîtrise de la force, ce qui nous indique que Luke Skywalker a atteint l'excellence. Et Jean-Claude aussi. Il est devenu un homme d'affaires accompli qui a décroché le Saint Graal, c'est-à-dire plongé dans le corset de Gigi. Enfin, le but qu'il poursuit depuis sa première rencontre avec elle au début des Bronzés 1, je vous le rappelle. Mais comme pour Luke Skywalker, ce 3e opus fait ressurgir le côté obscur de Jean-Claude. Putain, l'enfoiré. Jalousie, malchance, hypocondrie et paranoïa. Puis pourquoi il roule aussi lentement? Vous voulez vous débarrasser de moi, c'est ça, hein? Et finissant par se comporter comme le dernier des connards, tous ses acquis semblent alors perdus à jamais. À l'hospedale, prego! Et gli altri? Non, ils ont rien, les autres, ils vont bien, ça va! Allez, démarrez! Mais c'est sans compter sur ce que Tolkien appelait le catastrophe. Ce concept désigne le moment précis où la situation se retourne, où le mal qu'on croyait jusque-là devoir gagner le combat est finalement vaincu. Je vais bien te dégager autour des oreilles, moi. En effet, alors qu'il s'apprêtait à tuer Jérôme, ou en tout cas à lui faire très très mal, Jean-Claude va changer d'avis au tout dernier moment et trouver la force d'oublier son ego pour sauver un idéal plus grand. Donc voilà, il me paraît plus qu'évident que Jean-Claude est un véritable être élu, destiné à accomplir de grandes choses, de vivre une vraie évolution et de se transcender dans la plus pure tradition des héros, hommes ou femmes, des contes, des mythes et des légendes. Avec peut-être un tout petit peu moins de classe. Ça fait chier, merde, tout le temps se les fête. Si vous aussi vous avez l'esprit d'analyse et une mauvaise foi considérable, alors n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour signifier des choses que j'aurais loupées dans l'extraordinaire ascension de Jean-Claude Duss.